Dans ce monde, les gens peuvent acquérir des compétences épiques en mangeant le fruit de l'arbre des compétences. Ainsi, avec un peu de chance, on pourrait devenir un maître du feu ou même un saint de l'épée. Mais pour Light, tout ce qu'il est devenu, c'est un maître des noix. Le jour où ils étaient censés obtenir leurs compétences, Light et son amie d'enfance, Lena, se rendaient à l'église pour commencer la cérémonie. Ils parlaient avec enthousiasme des compétences qu'ils espéraient recevoir. Light a toujours voulu devenir aventurier, donc il serait heureux avec n'importe quelle compétence de combat. Mais Lena, elle, n'avait pas vraiment de préférence, tant qu'elle pouvait passer du temps avec Light. Cependant, elle était un peu nerveuse, car personne ne savait vraiment quelles compétences il allait recevoir avant de manger le fruit. Mais Light était sûr qu'ils obtiendraient tous deux des compétences incroyables. Cependant, nous savons déjà comment ça s'est passé pour lui. Quand lui et Lena sont entrés dans l'église ce jour-là, la Sainte Sœur leur a tout expliqué sur le fonctionnement des fruits de compétences. Vous recevez une compétence en mangeant le fruit, ce qui vous garantit un métier, ainsi que tout domaine connexe de votre choix, le tout sans avoir à vous endetter avec des prêts étudiants écrasants. Ils avaient le droit de choisir un seul de ces fruits pour obtenir leurs compétences. Mais il y avait une règle qu'ils ne pouvaient absolument pas enfreindre. Vous n'êtes autorisé à manger qu'un seul fruit de compétence au cours de votre vie entière. Si vous essayez d'en manger un deuxième, ils vous empoisonneront. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'aimaient pas leurs compétences et ont essayé de manger un deuxième fruit. La Sainte Sœur tenait donc à ce que ce soit très clair. Manger plus d'un fruit entraîne un taux de mortalité de 100%. Lena est choquée d'apprendre que les fruits sont si dangereux, mais la Sainte Sœur la rassure. Tant qu'elle ne mange pas un second fruit, tout ira parfaitement bien. Après ces avertissements, la Sainte Sœur leur demande de commencer à choisir leurs fruits. Alors Lena s'avance la première. Elle croque dans l'un des fruits et elle ressent immédiatement quelque chose se passer dans son corps. Une lumière éblouissante apparaît et le corps de Lena devient soudainement très chaud. La Sainte Sœur comprend alors que cela doit être la légendaire compétence du Saint de l'épée. Cette compétence est incroyablement rare et elle n'aurait jamais pensé avoir la chance de voir quelqu'un l'acquérir en personne. Mais maintenant que Lena est officiellement une sainte de l'épée, elle est destinée à devenir l'une des plus grandes aventurières du pays. James est vraiment heureux pour Lena et la félicite pour sa compétence extraordinaire. Mais c'est maintenant à son tour. Il s'avance vers l'autel et choisit un fruit de compétence pour lui-même. Il sait qu'il n'obtiendra probablement pas une compétence aussi incroyable que celle de Lena, mais il espère quand même acquérir une compétence de combat décente, afin de pouvoir combattre à ses côtés. Cependant, lorsqu'il croque dans le fruit et que la compétence commence à s'intégrer à son corps, il est déçu d'apprendre qu'il n'est qu'un maître des filets. La Sainte Sœur essaie de le soutenir autant qu'elle le peut. Mais oui, les seuls combats que James mènera seront probablement contre les nuisibles dans les champs. Light est dévasté. Ses rêves de devenir aventurier sont ruinés. Il demande s'il peut essayer à nouveau, mais la Sainte Sœur a été très claire sur le taux de mortalité de 100%, alors elle refuse catégoriquement de le laisser manger un autre fruit. Lena tente de réconforter Light et lui dit qu'elle restera au village pour cultiver des fruits avec lui, car peu lui importe ce qu'elle fait tant qu'ils sont ensemble. Mais la Sainte Sœur n'accepte pas tout ce discours sur l'amour et la compassion. La compétence de Saint de l'épée de Lena est une merveille qui n'apparaît qu'une fois par décennie, alors il est hors de question qu'elle gâche ce talent en devenant agricultrice. Elle exige que Lena devienne une aventurière pour le bien du pays. En fait, elle annonce qu'elle emmènera Lena immédiatement à la capitale royale pour qu'elle commence son entraînement. Lena n'a pas le courage de refuser les exigences de la Sainte Sœur, alors elle se laisse entraîner. Mais avant de partir, elle promet à Light qu'elle reviendra un jour pour lui. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour fatidique, et Light essaie de tirer le meilleur parti de sa situation en se consacrant à son rôle de fermier. Il utilise ses pouvoirs pour faire pousser des noix belles et grosses, et lorsqu'elles sont mûres, il les vend en ville pour en tirer un profit. Ainsi,
sa vie n'est pas si terrible, à condition de repousser au fond de son esprit ses pensées intrusives. Quoi qu'il en soit, il se rend en ville pour vendre ses noix. Mais comme elles sont si petites, il est payé une misère pour elles. En rentrant chez lui, il remarque une affiche avec des nouvelles de Lena. Apparemment, elle a été promue au rang S en seulement 3 mois depuis qu'elle a quitté le village et se débrouille incroyablement bien. Bien sûr, il est heureux pour elle, mais entendre à quel point elle réussit ne fait que le faire se sentir comme un véritable échec. Même s'il sait qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour devenir un aventurier, Light s'entraîne tous les jours dans l'espoir de débloquer naturellement une compétence d'épée ou quelque chose de similaire. Il frappe sans relâche une souche d'arbre avec son épée, persuadé que s'il parvient à la fendre en 2, cela prouvera qu'il est assez fort pour devenir aventurier par ses propres moyens. Cependant, le travail acharné ne paie pas toujours. Tout ce qu'il a obtenu de cet entraînement, ce sont des poignets endoloris. Il s'effondre au sol, vaincu, et commence à se demander si Lena se souvient encore de lui. Elle avait dit qu'elle reviendrait pour lui, mais avec toute la gloire et la fortune qu'elle a acquise, il ne serait pas surpris si elle avait complètement oublié son nom et son visage. À ce moment-là, une petite fille nommée Ayla s'approche de Light et lui tend un verre d'eau. Elle est pratiquement orpheline, et le chef du village ne voulait pas s'occuper d'elle, alors il l'a simplement laissée sur le pas de la porte de Light un jour. Voyant qu'elle n'avait nulle part où aller, Light a décidé de la recueillir. Et depuis, ils vivent ensemble. Ayla lui dit qu'elle a fini de préparer le dîner. Alors s'il le souhaite, il peut venir manger. Light accepte volontiers. Il prend sa première bouchée, et pendant qu'il mange, Ayla lui demande comment s'est passée la récolte d'aujourd'hui. Dans l'ensemble, Light répond que les bénéfices d'aujourd'hui étaient assez bons, surtout depuis qu'il s'est mis à cultiver des fruits de compétences récemment. Et, au fait, il a séparé tous les fruits de compétences dans des boîtes clairement marquées, avec des émojis de crâne. Donc, en aucun cas, Ayla ne doit en manger un seul. Ayla n'avait pas réalisé que les fruits de compétences étaient dangereux à consommer. Donc, l'avertissement de Light est vraiment utile. Ou du moins, il aurait pu l'être 1 heure plus tôt, car elle a utilisé plusieurs de ses fruits pour préparer le ragoût qu'ils mangent en ce moment. Light se lève en panique et lui demande si elle est sûre d'avoir mis des fruits de compétence dans le ragoût. Elle confirme sans hésitation. D'après ce que la Sainte Sœur avait dit, manger un second fruit de compétence équivaut à une condamnation à mort assurée. Tout à coup, le corps de Light commence à devenir chaud et il ressent une douleur dans la poitrine. Il est convaincu que c'est ainsi qu'il va mourir. Il s'effondre au sol et, dans son dernier souffle, il s'excuse auprès d'Ayla, car c'est sa faute à lui d'avoir attendu qu'elle comprenne les étiquettes alors qu'elle ne sait pas encore lire. Cependant, alors qu'il est étendu là, attendant la mort, Light se rend compte que celle-ci prend un temps terriblement long à arriver. Il se redresse, et à sa grande surprise, il va parfaitement bien. Ayla remarque l'expression confuse sur le visage de Light, alors elle lui demande s'il va bien. C'est justement cela qui le déroute. Il a mangé un second fruit de compétence, ce qui aurait dû être fatal. Alors pourquoi et comment est-il encore en vie? C'est alors qu'une douleur lancinante lui traverse la tête et il ressent le pouvoir d'une nouvelle compétence se déverser dans son corps. C'est alors qu'Ayla commence elle aussi à ressentir une douleur aiguë dans son corps. Et puisque qu'elle a mangé le ragoût, cela doit signifier qu'elle est sur le point d'acquérir une compétence également. Soudain, Ayla est capable de voir des mots flotter devant Light et lit les informations sur sa compétence de maître des noix. En plus de sa capacité à faire pousser des noix, la compétence de Light le rend également immunisé contre tous les poisons liés aux noix. Light est choqué et demande à Ayla comment elle sait cela. Elle lui explique qu'elle voit des mots flotter dans l'air. Light comprend alors qu'elle a dû acquérir une sorte de compétence d'évaluation. Ayla continue de lire les informations de Light et découvre qu'il possède désormais une deuxième compétence. Elle lui annonce qu'il a une capacité appelée « Dieu de l'épée ».
La compétence Dieu de l'épée augmente considérablement la puissance d'attaque de Light lorsqu'il tient une épée et améliore également grandement sa résistance magique. Si ce qu'Ayla dit est vrai, cela pourrait signifier que son rêve peut enfin devenir réalité. Light décide alors de tester cette nouvelle compétence. Il court dehors avec son épée et retourne dans la forêt pour voir s'il possède vraiment une nouvelle compétence d'épée. Il lève son épée et, d'un seul coup, il tranche la souche d'arbre en deux, ainsi que le grand arbre derrière elle. Autant dire qu'à partir de ce moment, Light est surpuissant. Le lendemain, ils se rendent en ville pour aller à la guilde et enfin devenir un aventurier. Light est vraiment excité, car il a toujours rêvé de venir ici. Et la première chose qu'il remarque est le tableau d'affichage rempli de quêtes avec des primes. S'ils réussissent à accomplir une quête, ils pourront acheter de nouveaux équipements et de la nourriture savoureuse. Mais gagner de l'argent n'est pas la seule raison pour laquelle Light est venu aujourd'hui. Il veut savoir dans quelle mesure sa compétence de dieu de l'épée pourra l'aider en combat. Et si cela se passe bien pour lui, il pourrait enfin devenir un aventurier officiel. Il dit à Ayla de s'asseoir sur un banc et de l'attendre pendant qu'il se rend au comptoir pour prendre une quête. Pendant son absence, Ayla en profite pour utiliser sa compétence d'évaluation sur toutes les personnes présentes dans la guilde. Elle est fascinée par tous les types de compétences qui existent, mais elle est également choquée par l'inutilité de certaines d'entre elles, comme celle d'un homme ayant une compétence qui s'auto-inflige des dégâts. C'est alors qu'elle entend une agitation près du comptoir. Elle se retourne et voit Light au milieu d'une dispute avec l'un des aventuriers de la guilde. L'homme reconnaît Light comme étant le gars qui vend toujours ses noix au marché. Il se moque de lui et dit qu'un perdant comme lui n'a pas sa place dans la guilde. Mais Light l'ignore complètement et dit simplement à Ayla qu'ils peuvent partir maintenant. L'homme est offensé que Light ose l'ignorer, alors sa réaction totalement normale est de l'attaquer avec son épée. Grâce à sa compétence de dieu de l'épée, Light voit ses réflexes grandement améliorés. Il parvient donc facilement à bloquer l'attaque. L'homme, ignorant les capacités de Light, avait pourtant l'intention de porter un coup fatal. Les amis de l'homme, voyant que Light est capable de se défendre, le persuadent de laisser tomber et de partir, car ce n'est pas un combat qu'il peut gagner. Jen essaie de minimiser son éclat de colère et prétend qu'il n'a jamais vraiment eu l'intention de blesser Light. Lui et ses amis quittent donc la guilde pour partir en mission, et peu après, Light et Ayla partent également, car Light a obtenu une quête pour eux. Ils se dirigent vers les plaines rocheuses, et Light est vraiment excité, car il pourrait enfin voir un monstre en personne. Mais cet endroit est dangereux, alors il dit à Ayla de rester près de lui. Ils aperçoivent bientôt leur cible, un monstre gluant au loin, alors Light se prépare à l'affronter. Il s'approche prudemment en essayant de le surprendre, mais le slime le remarque quand même. Alors Light décide de passer à l'attaque frontale. Il est bien plus fort qu'avant, donc lorsqu'il charge contre le slime, il le tranche en deux, tout en fendant accidentellement le sol en même temps. Il est heureux de constater que sa compétence est vraiment utile en combat, mais il va devoir travailler sur la gestion de sa puissance pour éviter de causer d'autres dégâts collatéraux. Ayla félicite Light pour sa première quête réussie, mais pour compléter la quête, ils doivent découper le slime et rapporter les morceaux à la guilde pour les échanger contre de l'argent. Ayla dit qu'elle se sent un peu mal à l'idée de découper le corps du slime, mais Light lui rappelle qu'ils pourront se payer une pizza avec l'argent de la vente des morceaux. Ayla met donc ses principes de côté et commence à disséquer le slime. C'est alors qu'ils entendent quelqu'un crier de l'autre côté des plaines. Ils accourent et trouvent Jen et son groupe, en train d'être attaqués par un énorme ogre. Ils ont délibérément choisi une quête facile pour pouvoir tuer un slime et rentrer chez eux. Ils ne s'attendaient jamais à tomber sur un ogre. L'ogre balaye de son arme et ils sautent tous pour l'éviter. Mais même s'ils arrivent à esquiver cette première attaque, ils n'ont aucune chance de vaincre cette créature. Light les appelle pour savoir s'ils vont bien, et dès que Jean le repère, il élabore un plan pour s'enfuir. Lui et ses amis commencent à courir droit vers Light, et Light est un peu confus par leur comportement, mais il passe devant lui
et ils réalisent qu'ils essaient de l'utiliser comme appât pour pouvoir s'échapper. L'ogre a désormais l'intention d'attaquer Light, donc ce dernier n'a d'autre choix que de se battre. En fait, cela tombe bien pour lui, car il doit tester les limites de sa nouvelle compétence. L'ogre balance sa masse en direction de Light, qui saute de côté pour l'esquiver, mais il joue un jeu risqué. Ayla le prévient que sa compétence de dieu de l'épée n'augmente pas sa défense, ce qui signifie que s'il est frappé ne serait-ce qu'une seule fois, il mourra. Malgré la menace de la mort, Light refuse toujours de reculer dans ce combat, car il a l'intention de devenir le plus grand aventurier du monde. Et pour accomplir cet objectif, il doit surmonter ce défi. Il s'est enfin habitué à la nouvelle force de son corps. Alors Light saute dans les airs et, alors que l'ogre tente de le frapper, il tranche sa masse en deux. Peu importe ce qu'il en coûtera, il veillera à rattraper Lena pour que tous les deux puissent être à nouveau ensemble. D'un mouvement rapide, il abaisse son épée et coupe l'ogre en deux d'un seul coup, pendant que Jin et ses amis l'observent depuis une colline voisine. Un peu plus tard, Light retourne à la guilde pour échanger ses objets contre de l'argent, mais la réceptionniste a du mal à croire qu'il ait réussi à vaincre un ogre tout seul. En guise de preuve, Light lui montre la corne de l'ogre qu'il a rapportée. Et en plus de cela, les amis de Jin disent qu'ils ont vu toute la scène, donc ils peuvent garantir que Light dit la vérité. La réceptionniste le croit, alors elle lui demande d'attendre un moment pour récupérer sa récompense. En attendant, les amis de Jen remercient encore Light de les avoir sauvés. À ce moment-là, une foule se forme à l'entrée de la guilde. Alors, Light demande s'il s'est passé quelque chose, et Jen lui informe que l'équipe de rang S vient juste de revenir. Il se trouve que c'est l'équipe de rang S à laquelle Lena a rejoint, et c'est la première fois qu'il la voit depuis ces 3 derniers mois. Alors, Light s'approche d'elle et tente de lui dire bonjour. Mais en réponse, Lena lui dit « Je n'ai jamais rencontré cet homme de ma vie ». En prenant du recul, nous sommes introduits au leader du groupe de rang S sacré, Groose, un homme renommé pour sa vitesse quasi divine. À ses côtés se trouve le co-leader, Eric le bras fort, le sérum de flamme furieuse, ainsi que la nouvelle recrue, Lena, la sainte de l'épée. Il n'est pas exagéré de dire que Lena est devenue le coup de cœur de chaque aventurier novice à la guilde, beaucoup étant prêts à échanger leur âme pour seulement 5 minutes en tête-à-tête avec elle. Mais Lena se moque éperdument de la romance. Son unique objectif est de devenir la prochaine héroïne du pays. Ainsi, lorsque son ami d'enfance, Light, le maître des fruits, tente de lui parler, elle fait semblant de ne pas le reconnaître et s'éloigne sans même un regard en arrière. Light reste planté là, dévasté, se demandant si Lena l'a réellement oublié. Son choc est si profond qu'il ressemble à une blessure émotionnelle dont il ne se remettra peut-être jamais. Essayant de lui remonter le moral, Isla traîne son maître dans un restaurant, lui offrant un repas pour lui changer les idées. Mais qui veut-elle vraiment tromper? Elle est la seule à profiter du festin. Tandis que Light reste là, boudeur comme un chiot perdu, Isla, perdant patience, le menace de manger sa part s'il ne cesse pas d'agir comme un véritable perdant. Ne voulant pas mourir de faim, Light finit par se ressaisir et commence à engloutir des parts de pizza avec frénésie pour s'étouffer quelques instants plus tard. Sortant de nulle part, une main secourable lui tend un verre d'eau. Une fois remis, Light lève les yeux pour découvrir que la personne qui l'a sauvée n'est autre que Lena elle-même. Submergé par l'excitation, il s'apprête à crier son nom, mais Lena le fait taire immédiatement, l'avertissant qu'elle ne peut pas être vue ici. Si Groose les surprend ensemble, les conséquences pourraient être terribles. Portant une cape pour dissimuler son identité, Lena interroge Light sur ses motivations à rejoindre la guilde des aventuriers. Fier, Light se lance dans un récit détaillé de la manière dont lui et son assistante Isla sont devenus aventuriers. Lena écoute patiemment, heureuse que le rêve de Light se soit enfin réalisé, et l'encourage à la rattraper bientôt grâce à sa seconde compétence, l'épée divine. Curieux, Light demande à Lena comment se passe son expérience avec Sacred, et Lena révèle que bien que la paix soit excellente,
le reste du travail est tellement misérable qu'elle envisage parfois de tout quitter. Elle explique qu'elle est essentiellement forcée de travailler avec des coéquipiers choisis par la Sainte Sœur, introduite plus tôt dans l'histoire. Quant à la raison pour laquelle elle a prétendu ne pas le connaître auparavant, Lena partage une histoire remontant à 2 mois. Elle raconte l'incident où Sacred a accepté une mission d'urgence de la Guilde et s'est retrouvée face à un serpent titan dans des terres agricoles éloignées. À ce moment-là, Seram, la flamme furieuse, a imprudemment utilisé sa magie de feu sur le serpent, mais le vent a soufflé ses flammes vers les terres agricoles avoisinantes, causant l'incendie des cultures. Malheureusement pour Lena, elle était la seule dans leur groupe à se soucier de cet incident, mais le leader, Grouse, l'a empêché d'intervenir, déclarant qu'il ne s'agissait que de légumes qui repousseraient. Il a argumenté qu'au lieu de se concentrer sur une petite perte, il devait prioriser l'objectif principal, ajoutant que si le serpent n'était pas arrêté par eux, il aurait pris d'innombrables vies. Lena, bien sûr, n'était pas d'accord, consciente de la douleur et des efforts qu'un agriculteur investit pour cultiver sa terre pleine de récoltes. Elle est donc allée directement voir la Sainte Sœur, se plaignant que ce que les autres membres de Sacred avaient fait n'était pas juste. Malheureusement, les opinions de la Sainte Sœur étaient alignées avec celles des autres membres de Sacred, et c'est pourquoi Lena n'a pas insisté davantage, gardant le silence depuis ce jour, bien qu'elle soit restée mécontente de cette situation. Revenant au présent, Light propose à Lena de rejoindre son groupe d'aventuriers si elle n'est pas heureuse avec le sien actuel, mais Lena refuse l'offre, bien qu'il soit assez évident que son cœur lui murmure le contraire. Light remarque les larmes dans les yeux de Lena, mais avant qu'il ne puisse approfondir la question, Lena s'éloigne, le laissant se demander ce qui se passe avec elle dernièrement. Plus tard dans la soirée, Light et Isla sont récompensés par la Guilde avec 10 000 pièces d'or pour avoir vaincu l'ogre, et la réceptionniste les encourage à continuer leur excellent travail. Cependant, Light n'est pas satisfait. Il s'inquiète de l'attitude de Lena plutôt et veut arranger les choses pour elle. Ainsi, il décide de s'approcher de la seule personne que Lena lui a dit d'éviter, Grouse. Il le trouve alors qu'il essaye de passer un moment privé avec ses conquêtes. Grouse se vante de la mission qu'il a accomplie aujourd'hui pour chasser un grizzly maléfique, en insistant sur le fait que lui et la flamme furieuse l'ont éliminé ensemble. C'est alors que la réceptionniste de la Guilde intervient, informant Grouse d'une plainte déposée par les habitants locaux, signalant que les flammes de Seram ont asséché leur réservoir d'eau. Mais comme auparavant, Grouse ne se soucie absolument pas des pauvres et dit à la réceptionniste d'ignorer ces plaintes à partir de maintenant, car elles ne sont pas du tout significatives. Entendant tout cela, Light intervient, exigeant que Grouse laisse Lena quitter son groupe, car elle ne supporterait jamais ce que Grouse est en train de dire. Grouse ne comprend pas ce qui se passe et suppose simplement que Light est l'un des fans obsédés de Lena qui a peut-être trop bu. Light continue de réprimander Grouse, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Grouse, d'un simple claquement de doigts, fait venir 2 de ses gardes du corps, qui jettent Light hors du salon exclusif du groupe de rang S. Les 2 coéquipiers de Jean ont tout vu et conseillent à Light de ne pas s'opposer à Grouse, car si la Sainte Sœur découvre cette affaire, elle pourrait littéralement le mettre sur liste noire dans l'industrie des aventuriers. Mais Light s'en moque et, à l'avance, s'excuse auprès d'Isla s'ils finissent par se mettre la Sainte Sœur à dos, car dans ce cas, ils ne pourront plus se permettre d'acheter de la pizza. Le lendemain, lorsque les membres de Sacred tiennent une réunion de groupe, Lena exprime son désir de quitter Sacred, mais Grouse ne le permet pas et la menace de lui faire du mal si elle ose le défier encore une fois. Lena ne prend même pas la peine de riposter, car elle sait que sa compétence de Sainte Épée est complètement surpassée par celle de Grouse. Mais Grouse ne s'arrête pas là et gifle Lena avec le dos de sa main en guise de punition, montrant clairement à quel point ce type est abusif et tordu. Juste au moment où le groupe de Sacred partait de la ville, Lena se sent triste. Cependant, elle est contente à l'idée de pouvoir sauver des gens. Alors qu'il quitte la ville, il trouve Light debout à l'extérieur, attendant Grouse. Il déclare qu'il veut emmener son amie, Lena, avec lui.
Ignorant Grouse, il presse Lena de le rejoindre, espérant qu'elle dira oui. Malheureusement, elle demande à l'idiot du stalker de la laisser tranquille. Entendant cette réponse, il lui rappelle le vœu qu'ils avaient fait, enfant, de devenir aventuriers ensemble. Ce souvenir la laisse un moment abasourdie, mais elle reste déterminée à rester avec Sacred. N'ayant plus d'autre option, il défie Grouse en duel, demandant à ce que Lena puisse le rejoindre s'il gagne. Au début, Grouse a l'intention de se dérober, mais il accepte bientôt à condition que Light soit banni de l'industrie des aventuriers s'il perd. Lorsqu'il accepte cela, Lena lui rappelle à quel point cela avait été difficile pour lui de devenir un aventurier. Mais l'idiot têtu insiste pour se battre par amour. Avant que le combat ne commence, Isla comprend que Grouse possède la compétence Dieu-Vitesse, voulant être un homme d'honneur. Light révèle que ses compétences sont maître des fruits et épée de Dieu. En entendant cela, Grouse a l'impression que son intelligence inexistante a été insultée, car il est impossible qu'une personne possède 2 compétences. En un clin d'œil, il se déplace à une vitesse fulgurante et manque de frapper Light avec son épée. Light se protège de l'attaque, laissant les 2 engagés dans un combat de vitesse. À ce moment-là, Light passe son temps à se défendre contre les attaques de Grouse, faisant croire à tout le monde qu'il n'est pas à la hauteur de Grouse. Peu après, Grouse commence à réapparaître derrière lui pour le surprendre, mais Light continue à s'éclipser pour éviter de devenir la dinde de Thanksgiving. Dans l'esprit de Thanksgiving, Light n'a aucune reconnaissance à donner, car il trouve toujours difficile de porter un seul coup à Grouse. Peu après, Grouse tranche son épée en 2, ne lui laissant qu'un petit couteau pour couper quelques ingrédients d'accompagnement, juste avant d'avoir le plaisir de l'achever. Grouse propose de le laisser en vie seulement si Lena jure de lui obéir toute sa vie. Ne voulant pas que cela se produise, Light se charge de colère. Il assure à Lena qu'il va gagner, et le pitoyable chercheur d'or se tourne vers lui, pensant que l'idiot a une chance. En voyant son seul espoir de trouver l'amour partir, Grouse devient très en colère. D'un autre côté, Light réalise qu'il ne peut pas continuer ce combat avec des ustensiles dans les mains et va emprunter une brosse à récurer à une personne au hasard. Espérons simplement que son corps sans vie ne sera pas utilisé pour récurer les sols. Cette décision met Grouse encore plus en colère. Il pense que Light a l'intention de l'insulter et est prêt à lui donner la pire leçon de sa vie. Alors qu'il s'approche de Light, Light ferme les yeux et le frappe violemment au visage. Cela l'envoie valser contre les murs, scellant une victoire surprenante. Tout le monde qui a été témoin de cela est choqué jusqu'aux os. Pendant ce temps, les dames sont ravies qu'il ait gagné le combat. Avant qu'il puisse profiter de sa victoire, il se tourne vers les autres membres de Sacred, se sentant comme un top G. Il les menace de lui faire la même chose s'ils pensent un jour les déranger, car elle est maintenant libre de Sacred. Lina accepte l'offre de Light et rejoint son groupe. Une semaine plus tard, Light et Isla s'occupent des fruits à la ferme lorsque Lina vient les appeler pour le petit déjeuner. Les 3 profitent joyeusement de leur repas et passent leur temps à séjourner dans la gigantesque maison de Lina. Alors qu'ils mangent, un message vient de la Sainte Sœur, lui demandant de rendre compte de sa décision de quitter Sacred, ayant enfin obtenu la liberté qu'elle recherchait. Lena prend son courage à 2 mains et insiste sur le fait qu'elle ne rencontrera pas la sœur. En raison de cela, le messager la menace, affirmant qu'elle ne recevra pas le même traitement qu'elle avait en tant que membre d'un groupe de rang S. Mais elle est déterminée à être une femme indépendante et à faire les choses par elle-même. Plus tard dans la journée, les 3 se rendent à la guilde des aventuriers pour trouver un travail et se voient offrir des tâches insignifiantes en guise de punition. Même avec cela, Lena ne s'en soucie pas. Elle accepte joyeusement tous les travaux mal rémunérés disponibles et ils partent tous les accomplir. Lorsqu'ils arrivent dans le premier village, les habitants sont ravis de voir qu'une personne de rang élevé comme elle est venue les aider. Sans perdre de temps, elle donne des instructions à Light et Isla sur ce qu'ils doivent faire et en peu de temps, ils s'y attaquent. Ils accomplissent leur première tâche en réparant un toit endommagé, une tâche après l'autre.
Ils terminent tous les travaux mal rémunérés et réussissent à les régler tous en une journée. Cette nuit-là, Light est triste que tout ce qu'ils aient pu obtenir soit 100 pièces d'or après tout le travail qu'ils ont accompli. Cependant, Lena s'en fiche. Elle est simplement heureuse d'avoir pu aider les gens, ce qui avait été son rêve de toute une vie. Même si l'idée de Light est différente, le stupide amoureux accepte son point de vue, affirmant qu'il s'est amusé à faire toutes les tâches, pas plus différent de toi qui regardes cette vidéo. Après cela, Light propose qu'ils trouvent un nom pour leur groupe. En peu de temps, ils conviennent de s'appeler Luxeria. Heureux, ils jurent tous un serment, pointant leurs épées vers le ciel. De retour chez la Sainte Sœur, elle exprime son désir de confier à Lena et à son nouveau groupe une mission de rang S. Cela serait clairement une mission dangereuse. Il suppose que, puisque Lena est la seule aventurière de rang S parmi eux, elle serait capable de survivre à cette tâche. Lumière, Ayla et Lena se rendent joyeusement à la guilde des aventuriers pour s'enregistrer officiellement pour une mission de rang S, après avoir enfin eu l'opportunité de faire quelque chose de concret, bien que les intentions des sœurs saintes derrière cela soient malveillantes. La réceptionniste de la guilde leur demande si elles sont sûres de vouloir faire cela et si elles seront capables de gérer la mission. En réponse, Lumière affirme que leur groupe est assez fort pour prendre en charge une telle mission. La réceptionniste remercie Lumière pour avoir montré un tel courage et lui dit aussi d'agir rapidement. Étant donné que c'est une course contre la montre, Lena demande à la réceptionniste les détails de la mission, comme quel genre de monstres elles devront affronter. Mais la réceptionniste affirme ne rien savoir du tout. Elle raconte ce qui s'est passé il y a 2 mois dans la Vallée Sombre. Un groupe d'aventuriers y était allé pour effectuer un sondage de densité de monstres, mais n'est jamais revenu, disparaissant littéralement de l'existence. Pour les retrouver, d'autres groupes d'aventuriers ont été envoyés, mais eux aussi ont disparu les uns après les autres. Au cours de ces 2 mois, un total de 18 aventuriers, des rangs A à B, ont disparu, ce qui fait hésiter Lumière un peu, car ils ne s'attendaient pas à ce que la mission soit aussi imprévisible et effrayante. Lena jette un coup d'œil à la liste des aventuriers disparus et reconnaît certains d'entre eux comme ses mentors, qui lui ont enseigné toutes les bases lorsqu'elle a commencé son voyage d'aventurière dans cette ville. Elle ne sait que ce qui se passe de ce côté, et la seule information connue est que chaque aventurier disparu est allé à la maison de l'ancien comte de Monty. La maison de l'ancien comte est un manoir qui semble hanté, construit il y a 30 ans par un homme qui a fait fortune en tant qu'aventurier. Cependant, il n'existe aucun document écrit sur les compétences que possédait cet homme, et lorsque le comte est décédé il y a quelques années, le manoir est tombé en ruine sans son propriétaire. Quoi qu'il en soit, la réceptionniste informe à nouveau le groupe de Lumière des conditions de réussite de cette mission de guilde, leur disant qu'ils doivent retrouver tous les aventuriers disparus mentionnés et déterminer la cause de leur disparition. Après avoir appris tout cela, Lena devient certaine que la sœur sainte leur a délibérément donné ce travail pour les faire disparaître aussi. Elle demande à la réceptionniste pourquoi la guilde suggérerait une telle mission, qui n'est même pas adaptée aux aventuriers de rang A et B, encore moins à des débutants comme Lumière et Isla. La réceptionniste est d'accord avec Lena, mais explique qu'elle ne peut rien faire à ce sujet. Étant donné que la mission a été décidée par les supérieurs, Lena reconsidère l'idée de prendre cette mission et souhaite se retirer. Mais Lumière a d'autres projets. Il est intrigué par l'idée de se rendre dans la région de la vallée et, de plus, il est impatient d'explorer lui-même le fameux manoir hanté. Avant que la réceptionniste ne les laisse partir, elle leur demande s'ils ont l'intention d'emmener la petite fille avec eux également. Elle apprend de Lumière que la fille est fiable et possède la compétence d'évaluation des compétences. Avec les formalités officielles terminées, le groupe se met en route, décidant d'utiliser les chevaux de la guilde pour atteindre leur destination. Peu après, ils se dirigent vers leur objectif à cheval pour leur mission de rang S. Alors qu'ils s'apprêtent à traverser un pont qui semble tout droit sorti de Poudlard, le chemin brumeux devient plus épais que d'habitude, ce qui incite Ayla à devenir anxieuse.
Lumière demande à Lena si elles sont proches du manoir, et selon la carte, Lena répond que l'endroit ne devrait pas être à plus de 50 mètres. Soudain, les chevaux refusent d'avancer davantage, comme s'ils avaient peur de quelque chose, laissant le groupe se demander ce qui ne va pas. En cherchant des anomalies autour d'eux, ils aperçoivent un immense château sous le pont, caché dans la brume épaisse, ce qui leur fait réaliser que ce château est le manoir qu'ils doivent enquêter. Le château est absolument gigantesque, et bien qu'il ressemble à Poudlard de nombreuses manières, son ton sombre lui donne une ambiance hantée, n'ayant aucune route visible menant vers le manoir. Le groupe emprunte un étroit sentier de montagne, et à mesure qu'il se rapproche, Lumière se demande comment un simple aventurier a pu amasser autant d'argent pour construire un château, tandis que chacun commence à partager ses rêves de ce qu'il ferait s'il avait beaucoup d'argent sur son compte bancaire. Ayla, la petite, devient trop excitée et tombe accidentellement du bord. Mais elle ne tombe pas seule, car elle entraîne Lumière et Lena avec elle. Avec sa rapidité d'esprit, Lumière ralentit leur élan en appliquant une pression d'air avec son épée, et ils parviennent à atterrir sur leurs pieds. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas encore en sécurité, car des monstres au look effrayant les entourent de tous côtés. Alors que Lumière observe de plus près l'un de ces monstres, il se rend compte qu'il s'agit de versions zombifiées des aventuriers disparus. Ayla utilise sa compétence d'évaluation, déterminant qu'ils sont tous des morts vivants possédant une malédiction qui peut transformer tous les êtres vivants en morts vivants, simplement en les mordant. Elle détermine également que tous ces morts vivants conservent les compétences de leurs anciens moi, ce qui signifie qu'ils vont être dangereux à affronter. Ne voulant pas nuire à ses compagnons aventuriers, Lumière réfléchit à ce qu'il doit faire, et dans ce moment d'hésitation, il faillit se faire transformer en un mort vivant lui aussi. Heureusement, Lina intervient et le sauve, tuant les morts vivants et priant pour qu'ils reposent en paix. Elle convainc Light que c'est la seule façon d'envoyer ces pauvres gens dans l'au-delà. Light accepte, mais comme le nombre de morts vivants augmente, ils décident de les ignorer pour l'instant et se rendent à l'intérieur du manoir, où d'autres morts vivants les attendent pour les accueillir. Lina, imperturbable, commence à tuer tous les morts vivants qui se trouvent sur son chemin, et Light et Isla sont stupéfaits de voir sa technique d'épée magistrale. Light se rend compte que son ami d'enfance a encore plusieurs longueurs d'avance sur lui, et que, pour devenir son égal, il doit désormais s'efforcer de la surpasser. Il la rejoint donc et commence à éliminer les monstres, oubliant qu'il doit protéger la pauvre Isla sans défense. Alors qu'un mort vivant en armure s'approche d'Isla, Lina se précipite pour la protéger et frappe le mort vivant précisément dans les interstices de son armure, l'abattant d'un seul coup. Les obstacles du premier étage ayant été éliminés, Lina propose de se rendre au deuxième étage. Mais avant de le faire, Light lui demande comment il se fait qu'il y ait plus de morts vivants ici, alors que seuls 18 aventuriers ont été portés disparus. Lina réfléchit un instant et arrive à la conclusion logique que des morts-vivants sauvages ont dû se mêler aux aventuriers morts-vivants. Tout est encore assez confus et pour percer ce mystère, ils doivent s'aventurer dans tout le manoir. Ils empruntent donc l'escalier jusqu'au deuxième étage où ils tombent sur un immense tableau représentant le conte tardif. Pendant que Light, Lina et Isla avancent au deuxième étage. Une inconnue aux cheveux étrangement longs danse dans l'ombre, en attendant qu'elles arrivent à son emplacement. Lorsqu'ils arrivent dans un passage sinistre, ils sont attaqués par des zombies. Les zombies l'entourent, ne lui laissant aucune chance de réfléchir à ce qui se passe. Les zombies continuent de les attaquer, ce qui les pousse à se regrouper. Pendant qu'ils sont ensemble, Light se demande comment certains des zombies sont sortis de l'ombre, ce qui les empêche de se défendre. Il prévient Lina, la nouvelle venue dans le groupe, et l'informe que les zombies pourraient avoir leur propre esprit. En regardant Isla, il cherche à savoir ce que son évaluation lui dit. Grâce à cette compétence, elle découvre que les zombies ont été apprivoisés. Light comprend alors que quelqu'un contrôle les zombies. En regardant autour de lui, il trouve de fines toiles d'araignée qui mènent à un couloir sombre.
Voyant cela, Isla utilise ses compétences d'évaluation et découvre que les menaces sont utilisées pour transmettre de la magie aux zombies. À ce moment-là, Lumière comprend que le maître des zombies doit être là. Immédiatement, il les incite à foncer à travers les monstres et à se diriger directement vers le sombre couloir. Finalement, ils arrivent au bout du couloir, où une grande porte se dresse. Prêt à affronter le monstre, Lumière ouvre la porte. Dans un retournement de situation choquant, ils sont déçus de découvrir une pièce complètement vide. Alors qu'ils se demandent où diable ils se trouvent, Lena les informe que c'est une salle de bal. En entendant cela, l'idiot pense immédiatement au sport. Donnez-lui une pause, il aime juste ses sports. Ignorant le cerveau vide, Lena révèle qu'il s'agit d'une salle de bal pour danser. Alors qu'elle répond à l'imbécile, le maître des zombies, ou devrais-je dire la maîtresse, arrive. Il s'avère que c'est la femme de tout à l'heure qui dansait dans les ombres. Elle les accueille et affirme qu'elle les attendait depuis longtemps, sentant une énergie de personnage principal couler dans ses veines stupides. Lumière cherche à savoir qui elle estimate. Sans perdre de temps, elle se révèle des ombres et leur dit qu'elle est Dretna, un membre d'un groupe maléfique appelé Black Swan. En la voyant, le psycho pervers est ravi de la rencontrer. Cependant, il ne pense pas qu'elle ressemble à une survivante et pense qu'elle serait une proie facile. Ce fou devrait vraiment apprendre à ne pas juger un livre à sa couverture. En parlant de couverture, l'ego pathétique de Lumière est sur le point de se refermer lorsqu'il se retrouve entouré par de nombreux zombies. Utilisant ses compétences d'évaluation, Isla comprend immédiatement que Dretna est une nécromancienne. Avec le pouvoir de contrôler les corps sans vie et les monstres de type esprit, elle possède également le pouvoir d'utiliser les compétences des monstres. Lorsque Dretna s'aperçoit que ses pouvoirs ont été dévoilés, elle prend le temps d'imaginer ce que cela lui ferait de couper la bouche de ce petit perroquet acariâtre. Pendant ce temps, Light se rend compte que le combat risque d'être rude et tente de l'éviter en essayant de la convaincre de se joindre à eux puisqu'elle a été envoyée ici pour un travail de la Guilde des Aventuriers. Il lui révèle alors qu'elle a pour mission de lui ôter la vie. Sans perdre de temps, elle lui envoie des zombies d'en haut, mais il les coupe rapidement en deux. Il cherche à savoir qui l'a envoyé pour le tuer par la glace, mais elle choisit de garder le secret. Alors qu'elle se prépare à être attaquée, Light se renseigne sur le signe noir auprès de Lena, qui affirme n'avoir jamais entendu parler d'eux ou de quelqu'un ayant des talents de nécromancien comme elle. Fatiguée de leur harcèlement, Dretna passe à l'attaque totale, qu'elle observe avec stupéfaction. Alors que les monstres leur foncent dessus, il les coupe en deux l'un après l'autre. Alors qu'ils combattent les zombies, Dretna se rend compte qu'ils sont plus forts ensemble et fait en sorte que les zombies les attaquent séparément. Elle envoie les corps de ses amis décédés, Brock et Shera, vers elle. En voyant cela, elle est profondément émue et reste immobile. Lorsque Isla la voit ainsi, elle lui rappelle que les zombies possèdent des compétences qui pourraient rendre leur défaite difficile. Brock a des griffes acérées et Shera a la capacité de se dupliquer pendant les attaques. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à cette idiote sentimentale qu'elle est sur le point de devenir un dîner pour zombies? En voyant Isla informer Lena de cela, Dretna devient très en colère. Elle décide de mettre fin à cette bavarde une bonne fois pour toutes en envoyant quelques zombies vers elle. Heureusement pour la petite, Lumière les voit et vient immédiatement à son secours. Il la protège tout en défendant les attaques des zombies, même face à leurs assauts incessants. Lumière reste déterminée à protéger Isla. Bien qu'il ait du mal à le faire, Lena lutte pour combattre ses anciens amis. Elle continue d'esquiver leurs attaques, ne voulant pas leur faire de mal. Peu après, elle se souvient de la gentillesse qu'ils lui ont montrée lorsqu'elle est arrivée pour la première fois dans la Sainte Cité. Cela la conduit à leur offrir un adieu digne. Avant de faire cela, elle décide de couper le fil qui les contrôle. Rapidement, elle charge vers eux et réussit à le faire avant de les éliminer, leur permettant ainsi de passer en paix. Avec ses anciens amis partis, elle se retourne pour retrouver Lumière et Isla, qui sont toujours occupés à se battre contre les zombies. D'un autre côté, après avoir combattu de nombreux zombies,
Lumière semble très épuisé. Il avait compris que ce serait difficile de combattre les zombies tout en protégeant Isla en même temps. Waouh, il vient vraiment de comprendre ça. À ce moment-là, une idée lui vient à l'esprit, et il se demande si la nécromancie pourrait créer des zombies. Pour répondre à cette question, Isla utilise à nouveau sa compétence d'évaluation sur Dretna et se rend compte qu'elle n'a que le pouvoir de contrôler les zombies. Cela laisse Lumière se demander d'où viennent les zombies. Juste au moment où Isla allait utiliser son évaluation pour trouver des réponses à SCE questions, Dretna sent qu'il se rapproche de la découverte de son secret. Elle envoie quelques zombies attaquer Isla, mais ils sont abattus par Lumière. Avant qu'ils ne puissent lui faire de mal, il lui demande de monter sur son dos et de bien s'accrocher pendant qu'il combat les zombies et les renvoie à leur véritable maître dans l'au-delà. Lina coupe rapidement à travers les morts vivants, désespérée d'atteindre Light et Isla, sentant qu'elles sont en danger. Pendant ce temps, Light, entouré par une armée de morts vivants, supplie Isla de comprendre comment les morts vivants continuent d'apparaître, puisque Dretna n'est pas celle qui les invoque. En utilisant sa compétence d'évaluation, Isla analyse l'état des aventuriers morts vivants. Cependant, le nombre impressionnant de ces créatures rend impossible pour elle d'identifier quoi que ce soit d'utile pour obtenir une meilleure perspective. Elle se rend compte qu'elle a besoin d'une vue d'ensemble. En réponse, Light saute dans les airs et s'accroche à un lustre pour la soulever au-dessus du chaos. Alors que le duo examine les morts vivants, Dretna les observe de loin, leur donnant tout le temps qu'elles ont besoin pour découvrir le secret qui pourrait finalement mener à sa chute. Mais elle ne semble pas vraiment préoccupée par cela, du moins, pas encore. Cependant, Light, qui n'est pas faite pour l'endurance, lutte pour tenir bon et presse Isla de se dépêcher. Finalement, Isla identifie un mort-vivant spécial caché parmi la foule. Ce mort-vivant particulier est responsable d'invoquer les autres sans cesse en utilisant la compétence « invocation ». D'après son apparence, Light déduit que cette silhouette était autrefois le comte de Montes, le propriétaire du manoir. Dretna, qui semble un peu lente à comprendre, ce qui pourrait expliquer sa capacité à contrôler les morts vivants dénués de cervelle, se rend finalement compte de ce que Light et Isla sont en train de faire. Elle élabore rapidement un plan pour les arrêter avant qu'ils ne découvrent tout. À ce moment-là, ce qui ressemble à un faucheur d'âme apparaît devant Isla et Light sur le balcon du dernier étage. Isla utilise rapidement sa compétence d'évaluation sur le monstre, apprenant qu'il peut transformer les êtres vivants en morts vivants en les frappant avec sa faux ou de la boue. Elle avertit Light juste à temps, lui permettant d'esquiver l'attaque du faucheur d'âme et d'atterrir sainement au sol. Le faucheur d'âme se retire du côté de Dretna, confirmant qu'elle contrôle également cette créature puissante. Dretna explique avec arrogance comment elle a acquis un tel monstre. Lorsque le comte était vivant, il avait invoqué le faucheur d'âme, mais fut tragiquement transformé en un mort vivant par la même créature qu'il avait invoquée. Quand Dretna est entrée en scène, elle a pris le contrôle du faucheur d'âme et du reste des morts vivants. Light reconstitue le puzzle, les personnes disparues, les aventuriers qui ont disparu après être venus au manoir. Tout cela était l'œuvre du faucheur d'âme, orchestrée par Dretna. Il confirme ses soupçons, révélant encore plus la sinistre vérité. Cependant, un mystère demeure. Pourquoi un héros célébré comme le comte aurait-il invoqué un monstre aussi dangereux en premier lieu? Dretna se moque de la naïveté de Light, expliquant que le comte n'a jamais été le héros que les gens croyaient qu'il était. Elle révèle que le comte possédait une compétence d'invocation interdite, un pouvoir qui en faisait un paria. Au début, le comte était loué pour avoir maîtrisé une compétence aussi rare et puissante. Mais avec le temps, la peur et la méfiance ont grandi. Les gens ont commencé à s'inquiéter que leur héros bien-aimé pourrait un jour se retourner contre eux et utiliser ses pouvoirs d'invocation pour semer le chaos. Consumés par la paranoïa, le gouvernement et le peuple se sont éloignés du comte, l'accusant finalement de trahison sans preuve. Isolé et ostracisé, le comte s'est réfugié dans ce manoir reculé,
le construisant comme un sanctuaire pour vivre le reste de ses jours seuls. Mais même en isolement, les dirigeants du pays n'étaient pas satisfaits. Ils ont envoyé des assassins pour éliminer le comte. Pour se protéger, le comte a invoqué le faucheur d'âmes. Cependant, le plan a échoué, lui coûtant la vie et condamnant d'innombrables aventuriers qui osaient mettre les pieds dans le manoir par la suite. Alors que Dretna termine son explication, elle décide qu'il est temps de mettre fin à la bataille. Utilisant à nouveau ses compétences de nécromancienne, elle invoque des dizaines de morts vivants, les envoyant charger vers Light avant que Light n'ait le temps d'obtenir la réponse. Le faucheur d'âmes lance sa boue sur lui, détournant l'attention de Light, qui se concentre de nouveau sur la protection de sa précieuse Isla. Il dit à Isla que lorsqu'il a observé les mouvements des morts vivants plus tôt, il a remarqué que Draetna utilise sa compétence de nécromancie pour les diriger vers leur cible et choisir leur méthode d'attaque. Cela signifie que les monstres sous son contrôle ne peuvent effectuer une nouvelle attaque que s'ils reçoivent de nouvelles instructions de sa part. Alors qu'Isla confirme cela, Light fonce en avant, se préparant à utiliser sa technique de dieu de l'épée, Surge Blade. Cependant, quelques instants avant d'exécuter son mouvement, il saute en avant, surprenant Draetna. À cet instant précis, la sainte épée Lena entre en scène, juste à temps. Elle vainc le faucheur d'âmes avant même que Draetna ne puisse réagir. Avec le faucheur d'âmes hors de combat pour de bon, la partie la plus dangereuse de leur mission est terminée, et il ne reste plus qu'à vaincre Dretna. Lena se tourne vers Dretna, promettant de lui faciliter la tâche, car elle ne veut pas encore l'éliminer, ayant des questions en tête auxquelles elle veut des réponses. Light réalise qu'ils n'ont besoin que de vaincre le comte pour empêcher les morts vivants de réapparaître. Alors il se précipite en avant et tranche le comte, espérant que l'âme du comte trouvera la paix dans l'au-delà. Alors que le corps du comte commence à se désagréger, il exprime ses dernières pensées, disant à Light que, tout comme lui, Light finira par détester les compétences aussi, mais Light pense différemment et affirme qu'il ne finira jamais comme le comte. Dretna n'accepte pas sa défaite et ne permet même pas au comte de mourir en paix, utilisant ses pouvoirs de nécromancie pour faire en sorte que le comte invoque un autre monstre une dernière fois alors qu'il périt. Un cercle magique apparaît au-dessus d'eux à ce moment-là, invoquant un démon qui consomme instantanément tous les morts vivants. Alors que le dragon démon entre dans le manoir, le groupe de Light est terrifié. De l'autre côté, Draetna commence à rire comme une folle, mais avant qu'elle ne puisse donner des ordres au monstre et le transformer en son pantin, le dragon lui donne un coup de queue, la rendant inconsciente. Light, Lina et Isla se retrouvent face à ce grand dragon, qu'Isla reconnaît comme étant un dragon maléfique. Croyez-moi, il n'est pas maléfique que dans son nom. En le voyant, Lina est choquée qu'il existe encore. Elle révèle que ce sont des monstres que même les aventuriers de niveau S les plus puissants ne semblent pas pouvoir blesser. Cependant, Light reste optimiste en pensant qu'ils peuvent se révéler être des adversaires dignes s'ils combinent leurs compétences avant de se faire des illusions. Isla révèle que les écailles du dragon sont immunisées contre les attaques à l'épée. Ignorant cela, Light saute dans les airs pour utiliser la puissance maximale de son dieu de l'épée contre lui. Mais cela se termine par son épée qui se brise en morceaux. L'idiot était sur le point de retourner à son époque de stupidité, mais il a eu la chance d'esquiver la boule de feu du dragon. Sans espoir, il se tourne vers Lina pour trouver une solution. Bien qu'il envisage de fuir, il se dit que le dragon les tuerait dès qu'il tournerait le dos. Pendant qu'il continue de combattre, Lina réfléchit à un moyen de distraire le dragon pendant que les autres s'échappent. À ce moment-là, Isla lève les mains, affirmant qu'elle a une idée. Son idée consiste à lui faire manger un nouveau fruit de compétence, bien que cela semble alléchant pour Light. D'autre part, Dretna est allongée sur le sol, riant de ceux qu'elle croit être leur mort imminente. Elle est satisfaite que son leader ait invoqué un dragon maléfique et finit par s'évanouir, espérant que Light et son groupe rencontreraient leur fin. À ce moment-là, un chevalier étrange vient prendre son corps faible et la sortir du donjon avant de disparaître avec elle. Pendant ce temps,
Lina demande à Isla pourquoi elle a un fruit de compétence, et elle révèle qu'elle avait pensé qu'il pourrait être utile. Le dragon ne leur laisse plus le temps de discuter et frappe de ses griffes en plein milieu du groupe. Face à cela, Light n'a d'autre choix que de manger le fruit. Avant qu'il ne le prenne d'Isla, Lina s'insurge. Il lui assure toutefois qu'il est immunisé contre le poison du fruit de compétence, ce qui lui permet de manger autant qu'il veut. Pour sa défense, Lina imagine que sa nouvelle compétence pourrait finir par interférer avec ses compétences passées, mais Light reste ferme. Il croit que c'est la seule manière de vaincre le dragon maléfique. Sans autre réponse de la part de Light, il prend le fruit d'Isla et le mange. Cela lui cause une douleur aiguë dans la poitrine, le laissant vulnérable aux attaques du dragon. Heureusement, Lina le protège de l'attaque du dragon. Après cela, Light ordonne à Isla d'utiliser l'évaluation pour vérifier quelles compétences il a acquises. À sa grande surprise, il a gagné une compétence de résistance aux insectes. Quelle coïncidence pour celui qui a l'esprit d'un insecte. Entendre parler de la nature pathétique de cette nouvelle compétence le laisse dévasté. Alors qu'il râle, le dragon lance une boule de feu que Lina défend avec succès. Cependant, puisqu'elle n'est pas une imbécile faible comme lui, elle reste debout et continue de combattre le dragon. Cela lui permet d'essayer d'autres fruits pour trouver une compétence suffisamment forte pour combattre le dragon. Cette fois, il mange 2 fruits en même temps, espérant ne plus perdre de temps. Comme prévu, l'idiot obtient 2 nouvelles compétences pathétiques, charmeur de chat et renforcement de la durabilité des armes. Bien que la 2e compétence soit précieuse puisqu'elle empêche son arme de se briser, le pauvre avait déjà brisé son épée lors de sa première tentative de couper le dragon. De plus, manger les 2 fruits en même temps a un mauvais effet sur lui. Au milieu de tout cela, il décide de prendre un fruit de plus, espérant que celui-ci sera le bon. Pendant ce temps, Lena se joint à la lutte contre le dragon. Elle saute dans les airs pour trancher le dragon, mais finit par briser son épée, tout comme son partenaire dans la stupidité. Fatigué de ces interruptions, le dragon utilise sa queue pour la projeter contre le mur. Sentant que Lena est maintenant en difficulté, Light mord précipitamment le fruit et voit ses mains briller. Pendant ce temps, le dragon s'approche de Lena pour lui donner le coup fatal. Il est sur le point de porter le coup final lorsqu'il est distrait par une pierre que Light lance pour capter son attention. À ce moment-là, Isla court vers Lena pour l'aider à se relever. Elle révèle que Light vient de gagner un pixie du sommeil dans ses mains. Ce pixie a le pouvoir de plonger toute créature qui inhale ses écailles dans un sommeil profond, sans perdre de temps. Light lance le pixie du sommeil sur le dragon et celui-ci commence à relâcher ses écailles. Cela laisse le dragon lutter pour rester éveillé. Apparemment, cela n'a eu aucun effet sur lui. Pour que cela fonctionne mieux, Light ramasse un morceau de son épée brisée et tente d'activer la technique du dieu de l'épée avec. Il le lance sur le toit pour le détruire et profite des débris tombants pour sauter dans les airs. Juste à ce moment-là, il atterrit sur le visage du dragon et libère toute la puissance du pixie du sommeil sur le dragon, de sorte qu'il ne pourra pas éviter son effet. Cela fait s'évanouir le dragon, finit le dragon macho. Après cela, il court précipitamment hors du donjon, alors que tout l'endroit s'effondre au sol. Cette victoire les laisse satisfaits et Light demande qu'ils rentrent chez eux pour récupérer leur récompense et savourer un bon repas. Tout ce que l'idiot pouvait penser, c'était de la nourriture. Cette nuit-là, ils chevauchèrent de retour chez eux aussi vite qu'ils le pouvaient. Lorsqu'ils arrivent à la porte, les gardes reconnaissent immédiatement Lena et elle leur ordonne d'ouvrir les portes. Ils obéissent précipitamment à ses ordres. Lorsqu'ils ouvrent les portes, les lumières de la ville brillent à travers, et Ayla est émerveillée par cela. À ce moment-là, Light félicite Ayla de les avoir aidés dans le donjon. Juste au moment où il se retourne pour remercier Lena, il tombe de son cheval, s'évanouissant. Cela laisse les 2 filles incroyablement inquiètes. Pendant ce temps, l'homme qui a sauvé Dratina la dépose sur le canapé du salon de la Sainte Sœur, qui lui demande ce qu'il pense de Light Underwood. L'homme partage son étonnement que le maître des fruits ait réussi à neutraliser le dragon maléfique, mais il assure que ce garçon ne représente aucune menace pour eux, ni pour le cygne noir.
Satisfaite, la sœur félicite le travail de l'homme, qui disparaît comme une ombre dans la fumée. Seule, elle médite sur le fait que ce garçon pourrait être plus puissant qu'un simple membre du prieuré. Quoi qu'il en soit, l'heure de leur rencontre approche. Après cette expédition intense, Aela eut enfin du temps pour s'occuper du jardin, tandis que Lina profitait d'une douche bien méritée. Plus tard, les deux jeunes filles préparèrent le déjeuner ensemble, et Lina oublia d'arroser les plantes, mais la plus jeune lui rappela qu'elle l'avait déjà fait. Fière, Lina remarqua que son amie se débrouillait bien sans Light, et affirma qu'il en serait sûrement fier aussi, alors que l'image du bien-aimé maître des fruits apparaissait dans le ciel. Soudain, Light lui-même apparut, prouvant clairement qu'il n'était pas mort. Aussitôt, les filles l'entraînèrent de force dans son lit, où il devait rester pour se rétablir, bien qu'il ait déjà dormi 2 jours d'affilée. En le remettant au lit, Lina remarqua que sa fièvre était tombée, mais cela ne signifiait pas pour autant qu'elle pouvait baisser leur garde. C'est pourquoi elle lui avait apporté son déjeuner, comprenant un suprême de dodo, une soupe de légumes et une limonade au miel. D'ailleurs, elle mentionna que le groupe avait reçu une convocation obligatoire de la Guilde des aventuriers pour en apprendre davantage sur l'apparition du dragon maléfique. Light voulait y aller, mais Aela insista sur le fait qu'il devait se reposer. À leur arrivée à la Guilde, le duo féminin venu de Luxeria fut informé qu'elle serait conduite à la salle de conférence dans 2 heures. Lina s'agaça de cette longue attente alors qu'elles avaient été convoquées, mais la réceptionniste expliqua que les responsables étaient occupés. De plus, elle précisa qu'Aela ne pouvait pas entrer dans la salle de conférence, car elle n'était pas encore officiellement inscrite en tant qu'aventurière. Lina demanda alors à enregistrer immédiatement sa compagne et l'employé lui remit un formulaire à remplir. À cet instant, d'autres aventuriers aux alentours lancèrent à Aela des regards pleins de jugement, trouvant étrange qu'une simple enfant s'inscrive à la guilde. Cela la fit douter de sa place parmi eux. Contrairement aux autres, elle ne possédait aucun équipement impressionnant. Lina souligna cependant que sa partenaire avait une excellente évaluation de compétences, même si elle savait que, pour les enfants, avoir un look impressionnant comptait parfois plus qu'une technique réellement utile. Avec cette idée en tête, elle proposa à Aela d'aller faire du shopping, puisqu'elle devait attendre de toute façon. Aela répondit qu'elle n'avait pas d'argent pour cela, mais Lina lui dit de ne pas s'en faire, car elle la considérait comme une petite sœur et insista pour lui acheter de l'équipement. Pendant ce temps, Light était restée à la maison, mourant d'ennui. De retour aux filles, elles s'arrêtèrent en chemin pour acheter des glaces. Et Aela était ravie qu'elles fassent du shopping ensemble. Voyant tant de boutiques dans la rue, la petite fille fut émerveillée et courut découvrir une enseigne nommée Astérisque Astérisque Super Luxo Astérisque Astérisque. Honnêtement, Lena trouva que le magasin ne vendait que des contrefaçons, mais l'enfant n'en avait cure et s'y précipita. La suivant, l'adulte insista pour qu'elle choisisse une boutique plus respectable, mais en évaluant un article exposé grâce à sa compétence, Aela découvrit qu'il s'agissait d'un diamant brut. D'ailleurs, le propriétaire du magasin contesta l'affirmation de la fillette, affirmant qu'il était impossible que ce soit un diamant brut, car personne ne voulait en acheter. Cependant, avant même qu'il ne termine sa phrase, Lena sortit plusieurs pièces d'or et acheta l'objet. À l'extérieur, elle fabriqua un collier pour son amie en utilisant le diamant comme pendentif. Après cela, les 2 jeunes filles se rendirent à l'atelier de couture Astérisque Astérisque Rainbow Robes Astérisque Astérisque, où la propriétaire leur proposa d'essayer et dernière création. Lena précisa qu'elle cherchait uniquement des vêtements pour l'enfant, mais elle se retrouva entraînée de force dans la cabine d'essayage, contrainte d'essayer les tenues suggérées. Elle apparut alors dans des robes élégantes et exotiques, certaines un peu trop sophistiquées pour son âge. Épuisée par les essayages, Lena s'agenouilla et s'exclama qu'elle était venue acheter quelque chose pour Aela. Ce n'est qu'à ce moment-là que la propriétaire comprit enfin et proposa une tenue avec des oreilles de chat pour la fillette. Murmurant presque pour elle-même, Aela avoua qu'elle cherchait autre chose.
Lena l'encouragea alors à exprimer clairement et à voix haute ce qu'elle désirait, car cela l'aiderait à gagner en confiance. Après tout, la fillette était un membre essentiel de Luxuria, et devait se comporter comme telle. Se sentant plus confiante, Ayla dit à la couturière qu'elle voulait ressembler à Lena et porter des vêtements stylés qui lui donneraient l'air d'une véritable aventurière. Plus tard, les deux retournèrent à la guilde et furent appelés dans la salle de conférence. Cette fois, Ayla portait sa nouvelle tenue et s'y sentait beaucoup mieux. Pendant ce temps, Light faisait des pompes pour tromper l'ennui, mais la fée du sommeil le gifla, lui suggérant de retourner se coucher. Prenant cela comme un ordre, Light expliqua qu'il n'avait fait que ça pendant 2 jours d'affilée, mais la fée le traîna de force jusqu'au lit et l'obligea à y rester. Peu convaincu, il se demanda si, à cet instant précis, ses amis ne recevaient pas des éloges pour avoir vaincu le dragon maléfique. Pendant ce temps, lui devait supporter les sermons de fée de 3 centimètres. Pourtant, le jeune homme ne se laissa pas abattre et décida d'aller à la guilde. En parlant de la guilde, les membres de Luxuria furent guidés jusqu'au lieu de la réunion, et la réceptionniste souligna l'importance de la présence de Lena, qui se réjouissait de pouvoir aider dans cette affaire. Cependant, l'aventurière se dit qu'elle n'avait pas l'intention de simplement livrer ses informations et repartir. Elle avait accepté l'invitation pour découvrir l'origine de Dratina, car quelqu'un l'avait envoyée pour tuer Lena et ses amis. De plus, seule la guilde des aventuriers savait que le groupe se rendait au manoir du comte, ce qui signifiait qu'il était possible que les supérieurs ayant engagé Luxuria soient impliqués. C'est pour cette raison qu'il valait la peine de lancer les mots Dratina et Black Squand pour observer la réaction de ces personnes. Bientôt, Lena et Ayla atteignirent la salle de conférence, où les membres des 4 secrétaires attendaient l'arrivée du Saint de l'épée. Irgaman mentionna ces 16 individus. Ayla demanda ce que signifiaient les 4 secrétaires et la réceptionniste expliqua qu'il s'agissait des 4 départements principaux de la guilde. Par exemple, la guilde, qui constitue le cœur de la Cité Sainte, comprend les secrétariats de l'inspection, des finances, de la sécurité et de l'investigation, et le chef de chaque département était présent à cette réunion. En d'autres termes, les membres les plus influents de cette organisation se trouvaient là. Flower Hat est le chef de l'investigation, responsable de la recherche sur l'écologie et la densité des monstres. Tiger Bird est le chef de la sécurité, chargé du maintien de l'ordre public. The Groundkeeper est le directeur financier, responsable de la gestion des récompenses et de toutes les questions liées à l'argent. Enfin, la personne chargée de maintenir l'ordre au sein de toute la guilde est la Sainte Sœur, chef de l'inspection. La Sainte Sœur souligne que Lena a fait un travail fantastique dans l'ancien manoir du comte Montet et se réjouit de voir que l'aventurière va bien. Honnêtement, Lena préférerait ne plus revoir cette femme, mais elle est curieuse de voir comment elle réagit. Ayla demande à la réceptionniste qui est exactement la Sainte Sœur, et celle-ci explique qu'elle est à la tête du secrétariat de l'inspection, au-dessus des autres départements, ce qui fait d'elle la personne la plus importante de la guilde. Curieuse, Ayla veut savoir quelle capacité une personne aussi prestigieuse peut posséder, mais la réponse la laisse perplexe. Pendant ce temps, la Sainte Sœur interroge Lena sur le dragon aigle, mais l'aventurière souhaite poser une question en premier. Lors de l'enquête dans le manoir pour laquelle Luxuria avait été engagée, le groupe a été attaqué par une femme qui s'est présentée comme Dratina du Cygne Noir, et Lena veut savoir si quelqu'un ici connaît cette femme. La Sainte Sœur regrette de ne rien savoir à ce sujet. Tiger Bird, lui, est impatient de combattre des individus assez puissants pour invoquer un tel dragon. Flower Hat prévoit de mener des recherches à ce sujet à la grande bibliothèque. Gravity Keeper rappelle que consulter des archives personnelles nécessite leur autorisation. Quoi qu'il en soit, la Sainte Sœur souligne que la priorité absolue est de découvrir où le dragon maléfique est allé, car des mesures urgentes sont nécessaires face à ce chaos. Lena, irritée, remarque que la sœur a esquivé la question et se tourne vers Flower Hat de l'ordre supérieur pour entendre son rapport.
La chef investigatrice informe qu'elle a envoyé un oiseau de reconnaissance, mais le dragon maléfique n'a pas été retrouvé au manoir du comte. Elle ajoute que s'il disposait d'un fragment du corps du dragon, il pourrait suivre son mana. En entendant cela, Lena sort une écaille de la bête, provoquant la stupéfaction générale, mais elle impose une condition avant de remettre l'objet. Elle exige un accès à tous les documents relatifs à Dratina ***. Les 4 secrétaires acceptent, mais la Sainte Sœur avertit Lena qu'elle pourrait ne pas trouver ce qu'elle cherche. Quoi qu'il en soit, l'accord est conclu. Flower Hat utilise alors sa capacité « Yeux de l'érudit » qui permet à l'utilisateur de lire tout ce qui est écrit sur du papier. Grâce à cette compétence, l'investigatrice accède aux archives demandées par Lena et découvre qu'il y a 12 ans, dans l'ancienne capitale d'Athéna, une jeune fille nommée Dratina Bellbury a reçu un fruit de compétence qui lui a conféré la nécromancie. Selon le dossier, la Sainte Sœur était l'évaluatrice officielle ce jour-là. Avec ces informations, Lena discrédite la Sainte Sœur, qui avait affirmé ne pas connaître Dratina ***. La chef se justifie en expliquant qu'elle attribue des compétences à environ 1 millier de personnes par an et qu'il serait impossible de se souvenir d'une seule personne remontant à 12 ans. Face à cette réponse, Lena comprend qu'elle ne peut pas pousser davantage la femme dans ses retranchements, mais au moins, elle a une piste. Ensuite, la Sainte Sœur se lève pour partir et remercie Lena pour son aide, mais précise clairement qu'à partir d'aujourd'hui, tous les dossiers de Luxuria, de Grook *** seront effacés. Choquée, Lena et Ayla demandent pourquoi. La chef explique alors que le chef du *** Sacré a accusé *** Light Underwood *** de l'avoir agressé et de lui avoir volé son équipement. Cela provoque une agitation immédiate dans la salle de conférence, où tout le monde commence à reprocher le comportement du membre de Luxuria ***, jusqu'à ce que l'accusé lui-même arrive sur les lieux avec son air le plus décontracté, impatient de recevoir les louanges qu'il estime méritées. Cependant, en remarquant l'atmosphère tendue, il demande ce qui se passe. La Sainte Sœur explique alors que les dossiers de Luxuria seront effacés pour avoir enfreint les règles de la guilde. Sans se démonter, Light répond que peu importe, car enregistrés ou non, les 3 membres forment toujours le même groupe et continueront à le faire. Pas si sûre de cela, la Sainte Sœur fait briller ses yeux, et une image de l'espace se projette dans son esprit où elle se concentre sur Light et est soudainement surprise par certaines informations. En raison de cela, elle décide de changer d'avis et offre à Luxuria une chance de se racheter avec un rang de chasseur de monstres. Si le groupe parvient à accomplir la mission, leurs dossiers seront maintenus et ils recevront une récompense substantielle. Lena demande ce qui a poussé la chef à changer d'avis si rapidement, et elle répond que la détermination de Underwood a touché son cœur. Soupçonnant ses intentions, Lena conseille à Light de bien réfléchir, mais le garçon n'est intéressé que par la grosse récompense et accepte immédiatement. Après tout, même si cela pourrait être un piège, il ne marquera pas l'histoire s'il ne surmonte pas un tel défi. Après la réunion, un employé de la guilde remet le dépliant avec les détails de la mission, mais Lena insiste sur le fait que la Sainte Sœur complote quelque chose contre eux et que c'est important de ne jamais baisser leur garde. À ce moment-là, Ayla partage qu'elle a essayé d'évaluer la capacité de la Sainte Sœur, mais n'a rien vu, ce qui ne lui est jamais arrivé auparavant. Guardkeeper, armé d'une épée dans le dos, s'approche pour informer que les armes ne sont pas autorisées dans la salle de conférence et qu'une amende de 1000 pièces d'or est infligée à Light. Light argue que l'épée est cassée et qu'elle ne devrait même pas être considérée comme une arme. Cependant, pour compenser l'épée de la guilde que le garçon a brisée, le directeur des finances lui inflige une amende de 5000 pièces d'or. De plus, lorsqu'il se rend à la réception pour voir ce qu'il peut faire, Light découvre qu'il ne pourra plus emprunter d'épée, puisqu'il en a déjà brisé 2. Malgré cette bévue,
Le jeune homme voit cela comme une occasion d'acquérir l'épée de ses rêves, et la réceptionniste lui recommande de faire fabriquer une épée sur mesure, car une arme unique qui correspond aux caractéristiques du porteur est beaucoup plus efficace. Motivé par cela, Light quitte la guilde avec cette idée en tête et souhaite déjà passer une commande. Comme cela pourrait prendre quelques jours pour arriver, Lena pense à visiter Athéna en attendant pour enquêter sur la piste qu'elle a concernant Dratina. Une fois cela décidé, les autres membres approuvent et se séparent après un salut de groupe. Avec cela, Light dégaina son épée brisée et asséna un coup de pommeau dans le ventre de son premier adversaire. Désespérés, les compagnons de l'homme tombé le relevèrent et l'emportèrent, mettant ainsi fin au conflit. Reconnaissante, la jeune fille sauvée se présenta sous le nom de Monica et, après avoir entendu les noms de C et Sauveur, elle serra Halo dans ses bras comme une peluche, affirmant qu'il n'y avait rien de plus adorable qu'un petit enfant mignon. De plus, pour les remercier, Monica les invita à prendre du thé et des pancakes. Bien qu'Halo fût enthousiaste à l'idée de manger, Light préféra décliner l'invitation pour l'instant, car il se rendait à l'atelier de Boole. Surprise, Monica leur annonça que cet atelier lui appartenait, mais son sourire malicieux laissait entendre autre chose. Quoi qu'il en soit, elle proposa de guider les aventuriers jusqu'à destination. Après un moment, le groupe arriva à l'atelier. À l'intérieur, Light remarqua que l'atelier était vide et demanda où se trouvaient les autres forgerons. Monica expliqua qu'elle dirigeait l'endroit et s'occupait seule de toutes les forges, ce qui signifiait qu'il se trouvait en réalité dans l'atelier de Monica Bowle. Pour les remercier de l'avoir sauvée, la professionnelle était impatiente de leur montrer son meilleur produit. Bientôt, elle dévoila une poêle en forme de pancake d'une efficacité redoutable. De plus, le moule pouvait être retiré et remplacé par d'autres selon les envies. Cette invention fut baptisée par son créateur, Frigimonica. Pour la modique somme de 2000 pièces d'or, cet ensemble sensationnel pouvait être à eux. Mais comme Monica était une bonne personne, elle était prête à le vendre à moitié prix. Un peu plus tard, dans le quartier des artisans, Light se plaignait dans une boutique dont il avait entendu dire qu'elle possédait un atelier Goodforge. Le vendeur expliqua que la plupart des ateliers de ce quartier étaient affiliés à la Sainte Sœur, ce qui signifiait que peu d'entre eux accepteraient d'aider Luxeria. Light demanda de l'aide à l'homme, car il voulait vraiment une épée. Ce dernier lui suggéra alors d'essayer sa chance à l'atelier de Boole, situé du côté ouest. Cet atelier portait le nom du forgeron exceptionnel qui y travaillait, mais Boole rencontrait quelques problèmes. Impassible, Light s'enthousiasma et demanda au vendeur d'écrire une lettre de recommandation. Pendant ce temps, Lena se trouvait dans une calèche, portant une capuche pour ne pas attirer l'attention, se demandant si SS Compagnon allait bien. Dans la partie ouest du quartier des artisans, Light était fasciné par la façon dont les gens y fabriquaient toutes sortes d'objets, tandis qu'Halo était également excité à l'idée de voir une épée forgée par un forgeron légendaire. Soudain, ils furent surpris par une jeune fille qui surgit entre eux, poursuivie par des hommes. Dans une impasse, la jeune fille fut acculée par ses poursuivants et attaquée, mais Light arriva juste à temps pour l'empêcher d'être blessée. Un autre homme, perdant patience face à ces interventions, manqua de peu de frapper le garçon intrus avec sa masse. Après avoir échappé à la mort, Light dit à la fille poursuivie de rester derrière lui. Bien qu'elle fût inquiète, le garçon la rassura en lui affirmant que la déesse de l'épée pouvait facilement s'occuper de ces 3 individus. À ce sujet, Light trouva que la poêle était bien trop chère. De plus, une fois le pancake dans le ventre, sa forme restait toujours la même. Frustrée, Monica admit que personne ne voulait acheter son produit innovant. D'ailleurs, elle avait essayé de le vendre à CS Type, mais ils avaient cru à une arnaque et l'avaient attaqué. À ce propos, la forgeronne mentionna qu'elle consacrait désormais plus de temps à fabriquer des outils ménagers plutôt que des armes, et Light montra de l'intérêt pour une lame de houe posée sur le comptoir. Selon lui, il cultivait des fruits, et la récolte demandait énormément de travail. Saisissant l'opportunité qui se présentait, la forgeronne demanda à voir la main de l'aventurier,
et se mit immédiatement à fabriquer un objet après en avoir vérifié la forme. Travaillant à la forge avec un lingot de minerai de Morseille, Monica attira l'attention d'Ayla, qui fut émerveillée par sa compétence de superforge, une technique permettant d'attribuer des propriétés spécifiques à une lame à chaque coup de marteau. Ensuite, Monica plia la partie chauffée, la transforma en une lame tranchante et ajouta sa signature en touche finale. En un rien de temps, la professionnelle avait fabriqué une paire de cisailles de récolte exclusive pour le fermier. Pour tester le produit, la forgeronne donna une bûche en bois au garçon, qui doutait qu'une si petite paire de cisailles puisse trancher un matériau aussi résistant. Cependant, en faisant le geste de refermer les cisailles, il coupa effectivement la bûche en deux, resté bouche bée devant l'efficacité inégalée de son tout nouvel outil. Ravie que le client apprécie son produit, la forgeronne s'apprêtait à annoncer le prix. Mais Light l'interrompit brusquement pour lui demander de forger une épée. Après tout, il était venu ici précisément pour que Monica Bolst crée la meilleure épée de toutes. Cependant, la jeune femme baissa la tête et expliqua que ce ne serait pas possible, non pas parce que son atelier était aussi allié à la Sainte Sœur, mais pour une autre raison. En réalité, la forgeronne ne voulait plus fabriquer d'épées, car elle détestait ses armes. Malheureusement, elle n'avait pas réussi à vendre ses outils ménagers, et son rêve était de prouver sa valeur en tant qu'artisane, même sans produire d'épée. À ce sujet, Light se rappela que le guide avait clairement mentionné que cet atelier forgeait des armes, et Monica réalisa alors que le garçon cherchait en réalité la boutique d'en face, qui portait aussi le nom de Bolst. Dans cet atelier, un forgeron courut prévenir le maître que seulement 20% des commandes étaient prêtes pour l'instant. Le patron répondit que se plaindre n'accélérerait pas le travail, alors tout le monde devait faire de son mieux. C'est dans cette ambiance que Light et Ayla entrèrent dans l'atelier, accompagnés de Monica Bolst. Tous les forgerons semblaient mal à l'aise face à la présence de leur consoeur d'en face, à tel point que, lorsqu'ils s'apprêtèrent à lui demander ce qu'elle faisait là, le patron du magasin fronça les sourcils. Monica demanda alors à son père de forger une épée pour ce client. Le père se plaignit que sa fille ne savait pas gérer les clients et les lui refilait sans cesse, ce qui déclencha une dispute animée entre eux. Agacée, Monica décida de partir, mais avant de s'en aller, Light demanda s'il n'y avait vraiment aucun moyen pour que son épée soit fabriquée. Le forgeron expliqua qu'il était débordé avec une énorme commande pour le semestre suivant, donc c'était impossible. En quittant la boutique, Light ne pouvait s'empêcher de penser que ce serait génial si Monica acceptait de fabriquer son arme, mais il ne savait pas comment la convaincre. À ce moment-là, l'un des forgerons du père de Monica interpella Light par son nom et lui expliqua qu'il travaillait pour le maître Ival Ken. Surpris, Light se demanda comment ce garçon connaissait son nom. Ce dernier expliqua qu'il l'avait vu combattre lors de son duel contre Groz de la vitesse divine. L'écart de puissance entre eux était si frappant que le jeune forgeron n'avait jamais oublié Light, au point de devenir un fan en raison de l'importance de sa victoire. Puisque le sujet était abordé, Light se gratta la tête et mentionna que ce combat avait provoqué un énorme conflit avec la Sainte Sœur et que désormais, tous ceux qui la soutenaient l'évitaient. À ces mots, le forgeron comprit pourquoi Light était venu voir les Bolst, car ils étaient les seuls à ne pas être affiliés à la sœur. D'ailleurs, Light demanda pourquoi le père et la fille avaient des ateliers séparés. C'est alors que le jeune forgeron raconta l'histoire. Monica travaillait autrefois dans l'atelier d'Ivo. Il y a 3 ans, lorsqu'elle acquit la capacité de Superforge, ils devinrent rapidement très célèbres dans toute la Cité Sainte. Cependant, il y a 6 mois, une caravane transportant des marchandises fut attaquée en périphérie de la ville et la mère d'Ivo fut tuée lors de l'embuscade. Les coupables furent arrêtés, mais l'un d'eux portait une épée signée de la main de Monica. En apprenant qu'une de ses créations avait servi à ôter la vie de sa grand-mère, la forgeronne fut si bouleversée qu'elle se mit à détester les épées. Après avoir entendu cette histoire, Light demanda pourquoi Monica ne s'entendait pas avec son père. Mais avant que le forgeron ne puisse répondre, 2 hommes s'approchèrent à la recherche d'Ivo. L'homme aux cheveux bruns se nommait Doug, un subordonné de Zamdo,
le représentant aux cheveux longs du groupe marchand du Cygne Noir et un client de Boule. En voyant le maître de l'atelier, Zamdo présenta une nouvelle commande et informa que les livraisons hebdomadaires seraient désormais prolongées sur une année entière. Le jeune forgeron protesta en affirmant que c'était absurde, car ils avaient déjà du mal à honorer les livraisons hebdomadaires. Doug répliqua que si le père ne pouvait pas gérer, il s'adresserait alors à sa fille, la jeune femme dotée de la superforge, une capacité si rare que certains forgerons seraient prêts à tuer pour la posséder. Light protesta en affirmant que Monica ne voulait pas fabriquer d'épée, mais Zamdo assura qu'un peu de violence pouvait faire changer d'avis n'importe qui. En voyant l'éclair émaner de la main de cet homme, Ayla conclut que cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Quoi qu'il en soit, Yvel déclara qu'il n'avait jamais dit qu'il pouvait fabriquer ces armes. En réalité, il avait signé le contrat, puis les représentants du Cygne Noir quittèrent l'atelier. L'employé d'Yvel expliqua que cette compagnie marchande utilisait Monica comme moyen de pression pour forcer CS Accord et que le patron avait dû accepter afin de protéger sa fille. Puisque le père fabriquait des armes, la fille ne supportait pas d'être dans le même atelier que lui. D'ailleurs, Yvel demanda à Light de ne rien dire à Monica de ce qui s'était passé ici. Le soir venu, Light et Ayla frappèrent à la porte de l'atelier de Monica et l'invitèrent à dîner. Sans tarder, le trio se retrouva déjà dans un restaurant à savourer un bon repas et la forgeronne fut impressionnée de découvrir que la petite fille du groupe Luxuria possédait la compétence d'évaluation, une technique essentielle dans n'importe quel atelier. Cependant, l'enfant mentionna qu'elle souhaitait seulement partir à l'aventure aux côtés de Light et non devenir artisan. Monica loua alors son honnêteté et déclara qu'il devait être vraiment génial d'être aimé par une fille aussi gentille. Ravie, la forgeronne promit de payer l'addition et permit à l'enfant de commander encore plus de pizza, son plat préféré. Light se souvint qu'ils étaient ceux qui avaient invité la forgeronne, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas besoin de payer. Cependant, elle mentionna qu'elle devait encore rembourser pour avoir été sauvée. De plus, elle était heureuse, car cela faisait 6 mois qu'elle n'avait pas eu de compagnie pour un repas. Dans ce cas, Light abandonna son rôle de gentille et commanda une pizza aux champignons, de la viande grillée de qualité avec des herbes et du jus de raisin. Pendant ce temps, Zamdo rendit visite à la Sainte Sœur et lui informa que les armes étaient en route. Mais la grande nouvelle était que Light Underwood s'était montré dans le quartier des artisans. À ce sujet, le subordonné promit de ramener le garçon bientôt, même si ce n'était pas de manière pacifique. Ainsi, la sœur annonça qu'elle enverrait un espion pour que le secrétariat de sécurité n'interfère pas, mais précisa qu'elle ne voulait pas voir Underwood mort. De retour auprès de Monica, elle quitta le restaurant, reput, mais Dove réapparut, voulant discuter avec elle. La jeune fille reconnut l'homme et ne se sentit pas à l'aise de lui parler. Cependant, un autre homme surgit soudainement derrière elle et captura la forgeronne. À proximité, Ayla souligna que Monica était une personne formidable, même si elle ne voulait pas fabriquer l'épée de Light. Rapidement, un forgeron d'Ivo arriva en courant et demanda à Light de se rendre à leur atelier immédiatement. Une fois là-bas, le forgeron montra une note accrochée à la porte de l'atelier, ainsi que les lunettes de sécurité de Monica. Selon Ayla, la lettre disait « Monica Bulls est avec nous. Si vous voulez la récupérer, envoyez Light Underwood seul à l'arène souterraine. » Astérisque. Un autre forgeron s'approcha et expliqua que cette arène était la base du groupe marchand du Cygne Noir et se trouvait près du quartier des artisans. Dans ce contexte, Ivo quitta la forge en brandissant une énorme hache à 2 mains et portant une lance dans le dos. Un des employés conseilla au patron de faire attention, car il pourrait être attaqué par des ennemis s'il n'était pas prudent. Malgré l'avertissement, Ivo ne voulait pas rester inactif pendant qu'on lui prenait sa fille, mais Light annonça qu'il irait seul, puisque le Cygne Noir avait demandé uniquement sa présence, et qu'il n'y avait aucune raison pour que le forgeron prenne des risques. Sur ces mots, Light se précipita en avant et demanda qu'on prenne soin d'Ayla. Pendant ce temps, Monica se réveilla dans un endroit inconnu, et Doug sourit en lui annonçant que la fille n'était qu'un appât, et que Underwood serait capturé lorsqu'il viendrait la sauver. Dit et fait,
Light explosa l'entrée et remercia ironiquement pour l'invitation. Doug ordonna de lâcher le taureau furieux, puis le gigantesque animal s'avança avec ses lourds pas, se dirigeant droit vers l'aventureur. Monica cria à Light de fuir, mais il n'y avait plus de temps, car il était déjà attaqué par tous. Néanmoins, le garçon resta calme et invoqua la fée du sommeil, qui endormit immédiatement tous les ennemis, y compris le taureau. Après cela, il libéra Monica et la ramena. Plus tard, le garçon apparut à l'entrée de l'atelier avec la jeune fille sauvée sur son dos. En chemin, elle finit par inhaler un peu de poussière de sommeil, mais Light assura que tout allait bien, car elle n'était que dans une petite sieste. Finalement, pour tout. Ce que le jeune homme avait fait, Ivo le remercia. De retour auprès de la Sainte Sœur, le garçon qui marchait toujours à ses côtés lui demanda s'il était vraiment nécessaire de dépenser autant de ressources pour capturer Light Underwood, et elle confirma que oui, car il était très important de découvrir s'il était vraiment un prieur. Puis, Zamdo monta dans son carrosse en direction du lieu où Monica Bolst était retenue prisonnière, tout en réfléchissant aux paroles de la Sainte Sœur sur la nécessité de garder Underwood en vie. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi ce garçon était si important pour la religieuse. Quoi qu'il en soit, l'essentiel était qu'Underwood était probablement déjà tombé dans le piège soigneusement tendu. Le larbin de la sœur n'avait plus qu'à venir récolter les fruits de sa stratégie. Cependant, dès que Zamdo entra dans la pièce où Monica était emprisonnée, la réalité le frappa de plein fouet. Tous ces hommes étaient étendus sur le sol, profondément endormis. Pendant ce temps, à l'atelier Bolst, Light reçut les excuses les plus sincères d'Ivel pour avoir impliqué le garçon dans ses problèmes. Pourtant, comme le protagoniste le lui rappela, le cygne noir ne s'intéressait pas seulement à la fille du forgeron, mais également à Underwood lui-même. Déterminé à couper les ponts avec ce groupe de marchands corrompus, Ivel décida de s'en éloigner, même si cela signifiait perdre complètement ses revenus pendant un certain temps. Rien n'avait plus de valeur que la sécurité de sa famille. Au milieu de cette discussion sérieuse, Moni, le surnom affectueux de Monica, descendit précipitamment les escaliers, les yeux remplis d'inquiétude. Elle demanda à son père s'il comptait vraiment arrêter de fabriquer des armes. Ivel poussa un soupir avant de répondre. Il ne comptait pas arrêter, mais il devait trouver un acheteur honnête. Après tout, parmi toutes les choses fabriquées dans une forge, l'équipement de guerre restait le plus rentable. Monica fronça les sourcils à ces mots, ressentant une pointe d'offense. Cela faisait longtemps qu'elle ne fabriquait plus d'armes, mais elle accepta à contre-cœur son raisonnement. Son père, percevant son mécontentement, ajouta que s'il voulait maintenir son atelier en activité, il devait produire des objets de valeur. Après tout, il gère cette boutique depuis 25 ans et est très fier de la compétence que son expérience lui a apportée. Indignée, Monica demande à son père s'il se moque que le fruit de sa fierté soit utilisé à des fins maléfiques. Cependant, à cause de la poudre soporifique, la jeune fille perd peu à peu ses forces et manque de s'évanouir. L'épouse d'Ivel, qui s'occupe du rétablissement de Monica, demande que cette conversation soit reportée à plus tard, car la jeune fille a besoin de repos. D'ailleurs, Ivel invite Like à passer la nuit dans l'atelier, car il est trop tard pour chercher un autre endroit. La maîtresse de maison insiste sur son invitation et propose de préparer des vêtements ainsi qu'un bain pour lui et Ayla. Épuisée, la fillette, lorsqu'on lui demande son avis, ne pense qu'à une chose, s'allonger immédiatement. Dans ce cas, Like les remercie pour leur hospitalité et accepte l'invitation. Puis, en se dirigeant vers la chambre, le garçon remarque à quel point cette boutique est précieuse pour tout le monde. La femme lui répond que tous aiment Ivel et souhaitent y travailler pour toujours. Like lui demande alors si elle aussi fabrique des armes, ce à quoi elle répond qu'elle n'est pas artisane. À la place, elle prépare les repas, lave les vêtements et s'occupe des enfants. En d'autres termes, son métier est celui de femme au foyer. C'est pourquoi, lorsque son mari et Monica se disputent, elle préfère ne pas intervenir, car ces sujets touchent à l'essence même du métier d'artisan, un domaine qu'elle avoue ne pas comprendre. Ainsi,
La femme a le sentiment de ne pas avoir beaucoup d'influence sur eux. Light n'est pas d'accord, car Monica parle souvent de sa belle-mère en des termes positifs. Elle devrait donc avoir plus confiance en elle. Plus tard, au lieu de dormir, Monica s'assoit sur le balcon de sa chambre et observe une dague dans sa main. Light s'approche et lui demande si elle se sent mieux. La jeune fille répond que oui, la poudre a quitté son corps. D'ailleurs, elle veut savoir comment va Ella. Le garçon lui répond qu'elle dort profondément. Apparemment, lorsque Light est allé sauver Monica, la petite fille a attendu dehors jusqu'à leur retour. Sur CE, il demande à Monica ce qu'elle tient dans sa main. Elle lui explique qu'il s'agit de la première dague qu'elle a fabriquée étant enfant. Bien que son père ne félicite que rarement qui que ce soit, lorsqu'il a vu que sa fille avait forgé cette arme, il lui a dit qu'elle avait un don pour cela. Monica se souvenait à quel point CMO l'avait rendue heureuse. Lorsqu'elle a acquis la compétence de superforge, elle était convaincue que son destin était d'être forgeronne. Mais en regardant la dague aujourd'hui, elle réalise qu'elle est un peu tordue. Light demande à la jeune fille si elle respectait beaucoup son père. Elle confirme que oui, car il lui a tout appris sur la forge, et elle a été témoin de toute l'évolution de l'atelier, qui accueillait de plus en plus d'élèves. D'ailleurs, le garçon lui demande si elle pense qu'il serait possible de se réconcilier avec son père. Monica répond que, pour elle, travailler à la forge lui avait apporté de beaux compliments, de bons amis et un bon salaire, autant de choses amusantes qu'elle adorait. Mais après l'incident avec sa grand-mère, elle a compris qu'il y avait plus que ça. Cependant, à ce moment-là, elle avait déjà forgé plusieurs épées à travers le monde. Elle a alors commencé à craindre d'en fabriquer davantage et a décidé de ne pas rester à l'atelier avec son père. Profitant du sujet, elle demande à Underwood s'il a déjà tué quelqu'un. Bien qu'hésitant quelques secondes avant de répondre, il finit par avouer que oui et explique qu'il s'agissait de morts vivants, mais qu'ils avaient été humains auparavant. Au début, il pensait en être incapable, mais il s'est résolu à le faire, persuadé que, si c'était pour protéger Ayla, il ferait tout ce qui était nécessaire. À ce propos, honnêtement, Monica ne sait plus si les épées sont de bonnes ou de mauvaises choses. Elle demande alors à Light s'il utilise ses armes pour faire le bien. Il estime que oui, mais souligne que sa définition de ce qui est bien ou mal pourrait être différente de la sienne. En y réfléchissant, la jeune fille n'en est pas sûre, mais elle admet qu'elle aime voir quelqu'un se battre pour réaliser ses rêves. Quelques heures plus tard, Doug ouvre lentement les yeux et se rend compte qu'il est piégé à l'endroit où Monica était enfermée. Voyant son patron devant lui, l'homme demande ce qui se passe. Zamdo lui explique alors qu'il était déjà là à son arrivée. D'ailleurs, Zamdo se demande si Doug va simplement accepter cette humiliation sans rien faire. Quoi qu'il en soit, il a déjà un plan en tête, et cette fois, il écrasera Underwood de ses propres mains. Sur CE, Zamdo annonce à tous ses hommes qu'ils partiront à l'aube. Lorsque le soleil se lève de nouveau, Ayla se précipite pour appeler Light au petit déjeuner. Le garçon descend à la cuisine et demande où sont Yvel et ses apprentis. L'épouse du maître forgeron lui répond qu'ils sont déjà à l'atelier. Surpris par la rapidité avec laquelle CS gens commencent leur journée, le maître des fruits s'approche de la table pour satisfaire sa faim. Mais alors qu'il tire une chaise pour s'asseoir, une petite fille lui indique que seule Monica a le droit de s'asseoir à cette place. La belle-mère de Monica confirme qu'ils gardent en effet ce siège vacant pour la jeune fille. D'ailleurs, elle demande à Light d'apporter plus tard le petit déjeuner de Monica dans sa chambre, car elle pourrait être trop timide pour rejoindre les invités dans la cuisine. Plus tard, Light ne trouve pas la jeune fille dans sa chambre, mais il finit par l'apercevoir dans le jardin de l'atelier. Il lui apporte son repas et exprime sa surprise de ne pas la voir dans son propre atelier. Monica explique qu'elle a inquiété tout le monde hier, alors elle a décidé de se rattraper en aidant un peu dans le jardin. Light lui demande si les artisans de l'atelier cultivent quelque chose. La fille du propriétaire lui explique qu'ils le font, mais que cette année, la récolte a été maigre. Ainsi, le maître des fruits utilise son pouvoir pour accélérer la croissance des plantes. Voyant son pouvoir spécial à l'œuvre, Monica s'interroge.
comment diable a-t-il réussi à endormir les hommes du Black Swan? Cela nécessite une compétence totalement différente. L'homme lui révèle alors qu'en tant que maître des fruits, il peut consommer n'importe quel fruit porteur de compétences. Incrédule, la jeune fille le saisit par le col et s'exclame que manger ces fruits est normalement fatal. Mais un bruit suspect détourne soudainement leur attention. À l'intérieur de l'atelier, sous la direction de Zamdo, les sbires du Black Swan contrôlent les forgerons par la force. Le chef de la bande invite alors Light Underwood à le suivre dehors. Une fois dehors, Zamdo remarque avec sarcasme que Light a bien pris soin de ses hommes la nuit précédente. Le garçon répond que, puisque ses ennemis n'ont pas retenu la leçon, ils vont eux aussi être plongés dans le sommeil. Cependant, alors qu'il revêt son armure de foudre, le méchant dissipe la poudre soporifique au moment où le protagoniste invoque sa fée. Light analyse son adversaire et découvre qu'il possède l'aptitude d'invocation de la foudre, qui lui permet de s'entourer d'éclairs ou de les projeter. Levant la main, Zamdo fait exploser le mur de l'atelier, augmentant encore la menace. Voyant cela, Light range sa fée et ordonne à Monica de se replier avec Ayla. Zamdo se plaint que la porte détruite hier par le dieu de l'épée dans leur repère était très coûteuse. Mais Light n'est pas d'humeur à plaisanter et lui rappelle son audace d'avoir kidnappé Monica. Comme pour justifier son acte, le méchant répond qu'il voulait seulement que le forgeron produise les épées nécessaires. Il est prêt à tout pour les obtenir, car des épées de haute qualité ne se trouvent pas à bas prix n'importe où. Jetant sa propre épée au sol et l'écrasant du pied, Zamdo affirme que Monica pourrait accomplir des merveilles avec son talent, contrairement à la camelote qu'il utilise actuellement. Puisqu'il s'agit d'une arme fabriquée par son père, la jeune fille s'en offusque et insiste sur le fait que toutes les armes créées ici sont faites avec soin et dévouement. Fatigué de cette discussion, Light ordonne à son adversaire de retirer son pied de l'épée. De son côté, le vilain promet de ne plus rien détruire dans l'atelier s'ils se rendent tous les deux. Mais Underwood, lui, jure de capturer Zamdo et de le livrer directement au poste de sécurité. À partir de là, le chemin évident est la violence, et Light ne perd pas de temps à attaquer son adversaire avec son épée brisée. Lorsque Zamdo évite le coup, le garçon ramasse l'arme laissée au sol pour frapper à nouveau avec une charge d'épée dans le style du dieu de l'épée. Cependant, Zamdo réussit à garder ses distances grâce à son armure de foudre. Ensuite, il lance 3 sphères métalliques électrifiées sur sa cible. Light bloque la première, mais les 2 suivantes le frappent de plein fouet. Après avoir subi de graves dégâts, le maître des fruits tombe à genoux, tandis que son ennemi remarque que s'il voulait vraiment vaincre Light, le paralyser serait plus rapide. Mais cela ne serait pas aussi amusant que la vengeance. Sur CE, Zamdo continue de lancer d'autres sphères, que Light bloque avec beaucoup de difficulté, mais pas sans se faire frapper par la dernière. En analysant le combat, Monica demande à Ayla d'évaluer les sphères métalliques de Zamdo. Lorsque la petite fille signale qu'elles sont en fer, Monica n'est pas certaine que sa tactique fonctionnera, mais dans les circonstances actuelles, ne pas essayer serait bien pire. Ainsi, avec sa capacité de forge, elle fabrique une de ses poils et donne à Light l'instruction de capturer les sphères à l'intérieur. Fatigué de ses enfantillages, Zamdo attaque de la même manière, mais au lieu de frapper la cible, les sphères se retrouvent coincées dans la poêle. Fière de son travail, Monica note qu'elle a fabriqué cet objet avec le pouvoir d'attirer le fer. De son côté, Zamdo admet qu'il est encore plus impressionné par ce que la superforge peut accomplir. Cependant, il relâche une décharge électrique dans les sphères de fer, électrocutant Light. Ayla évalue la situation et explique que l'épée ne posait pas de problème parce que son manche est en cuir, mais la poêle conduit l'électricité. Évidemment, Light est forcé de laisser tomber l'objet, mais il assure qu'il a appris à se protéger de la trajectoire des sphères. Cependant, en observant la défense de son partenaire, Monica remarque que son épée est gravement ébréchée et sur le point de se casser. C'est pourquoi la forgeronne sait qu'elle doit produire une épée plus résistante pour lui,
mais cela va à l'encontre de son traumatisme, qui a conduit au nouveau code de conduite où elle s'est promis de ne plus jamais créer quoi que ce soit qui puisse nuire aux autres. Light fait de son mieux pour retenir son ennemi jusqu'à l'arrivée du poste de sécurité, mais les dégâts qu'il a subis le poussent à ses dernières limites et menacent sérieusement sa vie. Voyant clairement que son ami pourrait mourir, Monica se souvient de la conversation qu'ils ont eue la nuit dernière, alors que le combat entre lui et Zamdo provoque encore plus de dévastation autour d'eux. Ainsi, la forgeronne appelle Ayla et court vers son atelier pour résoudre la situation une fois pour toutes. Pendant ce temps, sur le plateau occidental de Yurumba, une carriole transportait 4 passagers jusqu'à leur dernière étape, la station du Cerf Bleu. L'un des passagers était Lena Floria, qui descendit dès son arrivée pendant le festival du Ferry Athena. Le cocher lui demanda si elle venait pour l'événement, mais elle répondit qu'elle était à la recherche de quelqu'un. Avec encore une longue marche devant elle, Lena continua sur son chemin, déterminée à retrouver Dratina, quoi qu'il en coûte. De retour au duel, Light força un autre coup avec sa lame, mais le bouclier électrique de Zamno se révéla impénétrable. En réponse à la persévérance du jeune homme avec son arme, le bandit décida d'invoquer la sienne en manipulant sa foudre. Tout au long de l'affrontement, Underwood ne sembla jamais perdre sa confiance. Au contraire, pensant que l'épée faite de foudre ne pouvait pas être solide, il frappa à nouveau, mais l'arme de son rival était aussi résistante que l'acier. Après tout, comme l'expliqua Zamno, même la foudre, qui n'a pas de forme, peut imiter une grande dureté lorsqu'elle est compressée. Néanmoins, Light croyait toujours avoir l'avantage grâce à son art de l'épée, et sa conviction le poussa à charger en avant. Incroyablement, Zamno parvint à manipuler son épée pour percer celle de l'adversaire, permettant une contre-attaque surprise qui toucha Light Underwood. Pourtant, même s'il devait pousser sa capacité de dieu de l'épée à ses limites, Light continua l'offensive pour remporter le duel, mais lors d'un échange de coups, il reçut un genou dans l'estomac qui fut douloureusement ressenti. Plus blessé, le garçon continua de se battre, sachant qu'il ne pouvait pas perdre. Cette fois, utilisant la puissante technique du tourbillon instantané, il réussit à projeter son adversaire contre le mur et découvrit que la pression du vent affectait Zamno. Cependant, le bandit émergea du mur, semblant aussi imperturbable que le héros l'aurait souhaité. Apparentement indemne, l'homme avoua qu'il jouait simplement avec les épées pour rendre le combat plus intéressant et être à la hauteur de Underwood. Mais la vérité était que la récente rafale de vent l'avait vraiment mis en colère. Light se moqua du fait que même la façon dont le type parlait avait changé, ce à quoi il répondit que, en effet, le plaisir était terminé. Sur CE, Zamno ordonna à Jubitus de se manifester, une créature féline formée de foudre. Utilisant la tactique réussie de tout à l'heure, Light lança un autre tourbillon instantané, mais la bête traversa le vent et mordit dans l'épée du garçon. Voyant que son arme allait se briser à tout moment, Light se battit pour se libérer de l'animal, mais fut pris au dépourvu par l'épée de Zamno, qui délivra un coup puissant et provoqua une véritable explosion au contact de sa cible. Ce coup fut décisif, mettant enfin à terre le dieu de l'épée et mettant fin au combat.